Bonjour, je m'appelle Cassie Bérard, je suis auteure et il me fait plaisir de venir partager avec vous ma passion de la littérature et mon tout premier roman, D'autres fantômes. Je serai en compagnie de Nathalie pour la prochaine demi-heure à mot à mot. Bonjour à tous et à toutes en ce 13 mars sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Nous sommes à la chronique mot à mot, nous sommes le matin, on espère que la température est belle, évidemment. Oui, je passe assez proche, hein, voilà. Oh, là, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors aujourd'hui, donc, le 13 mars, on se souviendra que notre dernière rencontre était avec Pierre Chaloski. Le froid modifie la trajectoire des poissons, vous vous souvenez de ce moment-là? Qui a été extraordinaire. Ça a été un beau moment d'échange. En studio avec nous ce matin, donc, le maître d'œuvre de l'initiative, il y a Yvon Jean ici et il y a également Marc-André Lavoie à la régie. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. Moi, c'est parce que moi, je suis le fondateur-créateur et la continuation de la folie, de la poésie et du mouvement de révolution, Monsieur Jean. Oui, bon matin. En deuxième heure, maintenant, je suis rendu en deuxième heure. Oui. Je ne parlerai pas trop longtemps parce que je parle beaucoup, moi. Tout ça pour vous dire que c'est l'émission que vous écoutez. Vous l'écoutez peut-être présentement sur la web télé de douteux.tv. La première web télé 24 heures par jour au Canada, c'est pas rien. Où j'ai 6 émissions chaque samedi. Donc, au moment où vous entendez ça, peut-être, ou vous voyez ça, parce que tout est filmé aussi. Oui. Donc, on est jeudi pour certains à la radio. On est samedi le 15 à 14h. Manquez pas ça sur douteux.tv, la télé des délaissés. À toi, Nathalie. Oh, alors, c'est une belle surprise. On a appris ça, en fait, tout à l'heure, il y a quelques minutes. Alors, c'est assez particulier. Ça nous donne l'occasion, en fait, une fois de plus par semaine, de pouvoir parler de littérature avec des gens. Alors, ce matin, messieurs, dans nos studios de Radio Centre-Ville, on a un plaisir, le grand plaisir d'accueillir Cassie Bérard. Cassie Bérard, d'ailleurs, qui ne fait pas que baigner jusqu'au cou dans le monde de la littérature, il faut savoir. Cassie Bérard est à la sortie de son premier roman, un roman étonnant de précocité, en fait. C'est D'autres fantômes. Elle va nous en parler tout à l'heure. Elle démontre aussi qu'elle est capable d'y nager et c'est d'une grande complexité. Mais vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant à aller voir là. Peut-être juste mettre en contexte, Cassie Bérard rédige présentement sa thèse de doctorat d'une main, tout en achevant de l'autre une première œuvre savamment structurée. C'est une jeune auteure, une jeune écrivaine, on va y revenir. Elle a 26 ans et elle démarre absolument sur un chapeau de roue. Alors d'abord, d'entrée de jeu, qui est Cassie Bérard? Bonjour, Cassie Bérard. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Oui. Vous? Oui, un petit peu... Un peu fébrile, oui. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu comme des papillons dans l'estomac, c'est ce que je comprends. Oui. Ben, c'est une de mes premières entrevues radiophoniques, donc voilà. Je suis pas une habituée de la chose. Alors, on va faire ça entre nous. Il n'y a personne qui nous entend, qui nous voit, là, c'est parfait comme ça. Dites-moi donc, qui est Cassie Bérard, à part que de savoir que vous venez de Donnacona puis que vous êtes aux études supérieures? Qui êtes-vous? C'est une drôle de question. Oui, voilà. On veut vous connaître. Je suis une passionnée de littérature, c'est vraiment ce qui peut me décrire le mieux, mais bon, c'est ça, je viens de Donnacona, j'ai étudié à Québec à l'Université Laval, donc j'ai fait mon baccalauréat, ma maîtrise et mon doctorat là, et en recherche-création plus particulièrement, donc je m'intéresse vraiment à la création littéraire, romanesque surtout, et aux réflexions sur la création et à la théorie littéraire aussi. Tout ça, ça me nourrit constamment, donc dans mes lectures et dans mes... pardon. Donc voilà. Et j'habite à Montréal maintenant depuis l'été dernier. Vous avez sorti votre premier roman dernièrement. C'est un roman absolument particulier. On va y revenir, bien sûr. Cassie Bérard, quand vous étiez enfant, vous étiez une enfant qui écrivait dans sa chambre. On a discuté ensemble avant, après entrevue. Vous écriviez dans votre chambre, vous aviez votre petit monde à vous. Est-ce que c'est ça qui vous amène à écrire ce type de roman-là, en fait? Quand j'étais jeune, en fait, oui, c'est vrai, j'allais me refermer dans ma chambre, je fermais la porte, je me mettais à dessiner, à faire des bandes dessinées, à écrire. Bon, le premier roman que j'ai écrit, j'avais
12 ans, qui est un roman policier, thriller, style frisson. Là, oui. Je lisais tous les frissons à cette époque-là. Donc, c'est sûr que peut-être que ça date de là, mais ça n'a rien à voir avec tout ce que je faisais. J'étais pas du tout ouverte à la littérature comme je suis aujourd'hui. Vraiment, c'est à partir de mes études universitaires là, où j'ai vu tout un monde littéraire s'ouvrir et ça pose tellement de questions, puis ça m'a amené à aller lire des livres là, et rencontrer le monde des auteurs qui m'ont nourri épouvantablement dans l'écriture de ce livre-là en particulier. Oui, oui. Ça a été quoi le déclencheur? Parce que vous auriez pu, en fait, oui, effectivement, écrire un livre, être intéressé par la littérature, puis jamais partir dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous? Je pense que c'est juste que c'était inné là, comme je pouvais pas faire autre chose, tu sais. Ah oui, OK. Je m'étais inscrite après le cégep en cinéma. Je suis allée 3 semaines. J'ai tout laissé tomber. Je me suis posé beaucoup de questions, mais constamment, c'était la littérature qui revenait, puis c'était une nécessité finalement. J'écris depuis que je suis toute jeune, puis je me disais, c'est ce que je vais faire à côté d'un travail sérieux, là, comme le préjugé, là, mais finalement, j'ai pas été capable. C'est vraiment la passion qui me pousse dans tout ce que je fais, puis je me dis, c'est ce qui me mène partout, coûte que coûte, peu importe ce que ça va donner. Alors, établissons tout de suite les préjugés. D'abord, écrire en faisant des études universitaires, c'est quand même pas rien, là, on va se le dire. Hein? Vous êtes au doctorat, donc il y a tout un processus en arrière de ça. Mais en plus, écrire ce type de littérature-là, comment les gens reçoivent la chose? Comment on vous perçoit, vous croyez? Je pense qu'il y a deux visions assez distinctes, là. Il y a ceux qui voient ça d'un œil admiratif. Je pourrais pas faire ça. Moi, je te félicite. C'est vraiment, ça demande tellement de travail, de concentration, et puis de recherche. Vous faites beaucoup de recherche. Oui. L'écriture, ça va pas sans la recherche. Selon moi, c'est ma vision des choses. Ni sans la lecture, d'ailleurs. Oui. Et puis il y a ceux qui se disent que c'est trop complexe. Quand c'est universitaire, c'est nécessairement trop complexe, puis qui ont même pas la curiosité d'aller voir. Et puis finalement, c'est juste que ça nous permet tellement de réfléchir à la littérature elle-même, tout ce qu'elle peut donner, tous ses possibles. Donc, en fait, c'est vraiment le processus qui vous intéresse d'une certaine façon. C'est ce que je comprends. Oui. Ouais. Donc, c'est pas juste un passe-temps, ça, écrire. Non, même que... Oui. Parce que vous disiez, dans le fond, j'aurais un travail sérieux. Donc, c'est pas qu'un passe-temps, c'est vraiment votre passion. Oui. Puis voilà. Je pense que je pourrais pas avoir de travail plus sérieux que la littérature, finalement. Oui. C'est ça, c'est ce qu'il y a de plus sérieux, puis ça donne une impression d'avoir un sens dans la vie. Là. Ça prend tout le sens de votre vie. Oui. Je vous parle de ça, du sens, parce que en lisant D'autres fantômes, on voit bien qu'il y a une quête de sens là-dedans, tout à fait. D'ailleurs, je vais juste ressortir une petite note qui a été écrite. Albert ne mourra jamais... Albert, oui. Le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement. Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, mais ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, malheureusement. Non, ça vient de Chesterton, un auteur. Mais ça a vraiment guidé un peu, finalement, la conception d'Albert dans toute sa quête. C'est le personnage principal, là? Oui, le personnage principal est aussi le narrateur de l'histoire. Donc, c'est vraiment par ses yeux à lui qu'on va avoir accès à tout ce monde-là et au personnage. Et donc, c'est par ses perceptions, ses jugements de valeur. Il y en a beaucoup. Oui. Son humour, son cynisme. Oui. Et donc, lui, il part à la quête, finalement, d'une femme qui se jette devant le métro, qui va mourir. Et pour en revenir aux merveilles, c'est qu'il va rencontrer évidemment plein de merveilles. Je pense que le lecteur est à même de se rendre compte qu'est-ce qui peut faire partie des merveilles. Il a des merveilles autour de lui, sa famille, ses enfants, tout ça. Mais finalement, il s'aveugle complètement
puis ce qui va... il va plonger carrément dans le manque d'émerveillement. Il va pas être capable de voir les merveilles autour de lui et il va aller à la recherche de ce qui est pas essentiel, mais alors que tout l'essentiel est autour. Donc, c'est un peu... Donc, pour vous, c'est important l'émerveillement? C'est quelque chose d'essentiel pour vous? C'est votre quête? Oui, par l'écriture, je pense que par la lecture, oui, vraiment. Par la lecture, surtout, je pense que j'ai besoin d'être submergée complètement, d'être émerveillée. Oui. Est-ce que c'est la quête de l'auteur ou c'est la quête de la femme que vous êtes, en fait, de la jeune femme que vous êtes? Vous avez besoin d'être émerveillée dans la vie? Je sais pas si... j'ai besoin de... Oui, c'est une question très existentielle. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, j'imagine que tout le monde a besoin d'émerveillement pour avoir... pour se faire pousser, pour avoir... pour avancer, finalement, pour avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui mérite quelque part qu'on s'y arrête. Oui. Vous, est-ce que vous avez des fantômes, Cassie Bérard? Oui. Ah oui, bon. On en parle juste entre nous, là, comme ça, là. Ah. Alors, ça serait quoi, les fantômes? Parce que quand même, vous êtes donc une universitaire, vous avez une pensée organisée, vous êtes en train d'écrire votre thèse, en fait, sur le processus d'écriture de d'autres fantômes. À côté de ça, quels sont vos fantômes? Qu'est-ce qui vous habite? Je pense qu'il y a le passé, mais le passé inconnu, là, on a tous une famille, tout ça, qui est pleine d'histoires, puis que une parenté, des grands-parents et tout ça. Et plus on avance dans la vie, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'ils sont pleins de mystères auxquels on peut pas toucher parce qu'ils sont juste plus là, qu'on peut plus poser de questions et tout ça. Puis ça me nourrit beaucoup dans mon écriture, puis je pense que ça transparaît dans ce roman-là. Oui, tout à fait, oui. Donc, vous vous êtes inspiré pour écrire d'autres fantômes, vous êtes inspiré d'oncles, de tantes, de non, gens, pas du non? Tout. Non, pas du tout. Je suis dans la fiction pure, c'est ce qui est le plus éloigné de moi possible. Ces personnages-là, c'est de la création pure et c'est ce que j'ai besoin pour écrire, d'aller inventé complètement. Donc, ça se passe... le personnage principal, c'est un homme de 40 ans. Ça se passe à Paris. C'est une situation familiale, tout ça, qui est pas du tout lié à la mienne. Et c'est ce qui me nourrit le plus, c'est que je peux tellement aller découvrir dans cet univers-là qui est pas en moi. Mais ce que je veux dire plutôt, c'est que les préoccupations... ce qui m'habite comme préoccupation, ça se retrouve dans les thématiques, peut-être, ça serait quoi les grands thèmes ou le grand thème d'autres fantômes? Ça serait quoi? La grande problématique ou le grand thème pour vous qui est le plus important à souligner? Peut-être l'obsession. L'obsession. Oui. Alors, Albert est obsessif. Oui, il est très obsédé obsessif, ou obsessif, oui. Oui, les deux. Oui, OK. Parlez-nous un petit peu d'Albert. Albert, c'est un homme qui est à la recherche de lui-même, finalement. C'est comme ça que je pourrais le décrire en quelques mots. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup à reprocher à son enfance et finalement, il fait exactement la même chose que ce qu'il reproche à ses propres parents. C'est un homme qui va voir en ses grands-parents des espèces de merveilles du monde, mais ses grands-parents, sont plus là, puis ils sont dans les souvenirs de quand il avait 10 ans, et il va s'accrocher à ces souvenirs-là, comme si aujourd'hui la vie pour lui avait plus rien à offrir, alors que nous, en tant que lecteurs, on se rend compte de tout ce qu'il délaisse, puis on voudrait, je pense, lui demander essayer de lui dire « Hey, reviens sur Terre, là, regarde. C'est un peu ce que sa sœur fait aussi. C'est constamment de le comprendre, mais de le ramener sur Terre. « Regarde, t'as des enfants, là, perds pas trop le sens des priorités. Mais c'est ça, Albert, c'est ces démons du passé qui reviennent dans son présent, puis qui lui font... qui le mènent finalement dans une déroute... qui est peut-être pas justifié, mais des fois, il y a des éléments comme ça dans la vie. Là. Lui, il est témoin d'une femme qui se jette devant le métro et ça va l'obséder complètement, mais je pense qu'on sait pas quand ça peut nous arriver, ce genre d'inattendu-là, et où ça peut nous mener. Mais c'est intéressant ce que vous soulignez là, parce qu'en fait, ce que j'en ai saisi aussi, c'est il y a la fine ligne où, à un moment donné, l'individu, Albert, tombe carrément du côté de la folie, finalement.
Puis c'est vrai ça peut nous arriver à n'importe qui. Pourquoi avoir abordé le thème de la folie? Au-delà là, du sujet puis du prétexte finalement pour écrire. Ouais, ben je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout fou. Non. Vous pensez que j'étais en train d'induire ça, là, vous, là, hein, c'est ça? Non, mais je considère comme quelqu'un de très raisonnable et raisonné, peut-être un peu trop. Et je pense que c'est vraiment dans l'écriture que le monde éclate. Ouais. C'est là que vous lâchez votre fou. Oui, absolument. Okay. Puis la folie, ça se retrouve dans à peu près tout ce que j'écris. Ça permet d'aller explorer, des réalités qui sont incompréhensibles. Le rêve, justement, la folie, l'obsession, c'est dur de comprendre comment ça peut pousser en nous, tout ça. Ouais. Mais ça se marie bien avec l'écriture. Et aussi avec la structure du livre, on peut tellement aller explorer et essayer de traduire par l'écriture ce genre de réalité un peu incompréhensible. Oui, quand on avait fait la pré-entrevue ensemble, on avait parlé de la folie, puis c'est intéressant quand vous avez souligné à un moment donné, qu'est-ce qui pousse un individu à avoir ces comportements-là d'une part, mais en même temps, comment c'est un sujet qui vous préoccupait comme individu, là, comme personne. Il y a comme une fascination alentour de la folie. C'est vrai que vous êtes très raisonnable. Voilà, c'est ça. Mais c'est quoi cette préoccupation-là ou cette fascination-là de la folie ou de toute maladie mentale, finalement? Je ne saurais pas répondre. Je pense vraiment que c'est l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu qui me pousse vers là. C'est pas, j'ai pas d'antécédents ou je connais pas de gens là qui ont été happés par la folie, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde. Oui. Puis dans ce cas-ci, on parle de folie, mais c'est une obsession avant tout. Puis l'obsession, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Là. Tout à fait. Il y a tellement des choses, des fois, qui nous touchent, puis on comprend pas pourquoi, puis on veut en savoir plus, on se questionne, on perd un peu le sens des réalités. Donc ça peut arriver à tout le monde, puis et pourtant, on peut pas nécessairement mettre le doigt sur ce qui est au départ... donc, Albert va éventuellement sombrer dans une espèce de folie, mais ça se fait tellement en évolution que je pense qu'on peut le suivre puis le comprendre aussi, tout ce processus-là qui est en train de vivre. Oui. C'est toutes les rencontres aussi. Moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé de ce roman-là, d'abord, il est très bien documenté, ça c'est indéniable. Le vocabulaire, l'accessibilité en fait, c'est vraiment, vraiment génial. Moi j'ai eu du plaisir à lire ça, à 2 reprises d'ailleurs. Et je me disais, le processus, quand vous avez quand même écrit ça quand même il y a 2 ans, 2-3 ans, c'était pas mal plus jeune. J'avais 20 ans quand j'ai commencé à l'écrire, voilà. J'en ai 26. Alors voilà. Et puis, parallèlement, vous faites votre thèse de doctorat sur le processus d'écriture. En fait, c'est une partie de ma thèse, ce livre-là. Oui. Mais à côté, il y a une partie théorique. Là, je ne vais pas tomber dans les mots spécialisés. On y va. Oui. Donc, je m'intéresse à la narration non fiable. Et puis, c'est vraiment des recherches théoriques à partir d'œuvres qui m'ont renversé, notamment l'emploi du temps de Michel Butor. Oui. Qui a vraiment été une influence pour l'écriture. En fait, j'ai découvert Michel Butor pendant que j'étais en train d'écrire d'autres fantômes. Et puis, ça a évidemment eu une influence sur mon écriture, sur la suite des choses. Et puis... vous vous laissez imprégner, en fait. Vous vous êtes laissé imprégner d'auteurs. Romain Gary aussi. Romain Gary, oui, Romain Gary, c'est surtout pour le mythe là, du double, de l'imposture et tout ça. C'est vraiment le personnage Romain Gary qui me fascine. Ses œuvres aussi, il s'est écrit de façon sublime, mais c'est vraiment cette question-là du double qui habite beaucoup mon livre avec toutes les références là, à Romain Gary sont assez nombreuses, mais assez subtiles aussi. Et puis, donc, il y a ça. Mais c'est ça, la partie théorique de ma thèse, c'est pas sur l'écriture en elle-même, c'est vraiment pour questionner la narration non fiable, ses effets, sa construction dans d'autres œuvres que la mienne. Et ensuite, je regroupe ma création et ma théorie pour montrer comment ils peuvent avoir des résonances et se nourrir. Donc on n'écrit pas n'importe comment. On écrit avec une structure. Oui. Et je reviens à un mot que vous avez souligné, l'imposture. Oui.
On a parlé un petit peu, là, comme ça. Vous, est-ce que vous êtes écrivain ou auteur? Autant. Vous êtes auteur. Et même encore. Ah oui? Alors, il y a un petit bout à assumer là-dedans. On se disait l'imposture par rapport à l'écriture. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Ben, je pense que depuis que je suis jeune, je sais que j'ai une âme d'auteur, mais pour moi, être écrivain, c'est... Pour moi, des écrivains, c'est des mythes, c'est des figures qui sont connotées, toutes les œuvres qu'ils ont pu faire, donc... sont lourdes de sens et de liens, et c'est un gros réseau. Donc, avant d'être écrivain, je pense qu'il faut faire un bout de chemin, avoir écrit beaucoup, avoir une ligne aussi des particularités que des lecteurs vont pouvoir... Bon. Puis, comme c'est mon premier, ben, je me dis que peut-être dans quelques années, après plusieurs publications, mais là... on n'assume pas encore tout à fait, c'est ce que vous me dites, ben, c'est ça. Je veux dire, c'est en moi, mais en tant que statut, j'ai encore à me prouver, je pense. On a dit que c'était un premier roman fort, donc il va y avoir un deuxième qui va arriver éventuellement. Oui. Ça met de la pression? On va dans quel sens? Moi, j'aimerais ça savoir vers quoi vous allez nous amener, parce que, évidemment, quand on en a parlé, ça donne envie d'aller connaître tous les personnages que Albert a rencontrés, d'une part. Vers quoi vous vous en allez? Quelles sont vos attentes? Comment vous allez écrire, là? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, ben, je suis en train d'écrire deuxième, mais très tranquillement, après avoir fini ma thèse. Oui. Mais le projet est là, il est dans ma tête. À chaque jour, j'ai des idées, mais moi, je note rien. Là. Je garde tout dans ma tête, puis je me dis... Ouais, au moment où ça va sortir, ça sortira, mais tout est dans ma tête. Il y a rien... Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de construction de personnage, il n'y a pas de construction d'univers. Donc, vous faites jamais de plan avant d'écrire? Jamais. Ah non? Jamais. Ah ben là, vous m'étonnez, par exemple. Là, vous m'étonnez vraiment. J'avais l'impression que, compte tenu du fait de votre structure, de votre façon, puis le fait d'être à l'université, tout ça, que vous étiez pour être très rigoureuse et très... vous n'avez pas ça, vous? Mais c'est drôle, même pour ma thèse théorique, ça prend tout pour que je puisse faire un plan. Ah bon? Oui. OK. Ah bon, ben donc pas si rationalisé ou pas si structuré que ça, finalement. C'est structuré dans ma tête. Ah oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? On va aller vers quoi? Vers quel genre d'univers? Je pense que ça va être peut-être encore plus complexe que ça peut l'être, plus fragmenté. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est d'aller de plus en plus vers une œuvre vers un roman qui peut être à la fois cohérent et incohérent. Oui. Moi, comme je le disais dans la petite note à la fin du roman là, qui accompagne ma photo, ce qui m'intéresse, c'est le caractère un peu mathématique qu'un roman peut avoir. Pour moi, c'est comme une équation mathématique qui nous mène quelque part, mais là où ça nous mène, c'est vers une incohérence. Donc, ça a du sens, mais un sens un peu éclaté. Donc, c'est de plus en plus vers ça que je m'en vais. Qu'est-ce que vous lisez, vous, présentement? Beaucoup de romans québécois très contemporains. Ah oui? Il y en a énormément qui sortent en ce moment, puis ça m'intéresse de savoir ce qui se fait, puis je trouve qu'il y a vraiment une effervescence, une ébullition dans le milieu littéraire. Et, des auteurs en particulier? Des auteurs en particulier, j'ai lu beaucoup des maisons d'édition, Le Cartanier, des Marchands de feuilles, Alto, tout ça, là, c'est des auteurs... C'est vraiment... J'en lis beaucoup depuis janvier. J'en ai lu peut-être... plusieurs. Oui, plusieurs. Donc, j'ai pas de nom en particulier, mais c'est vraiment... je veux voir la mouvance, là, ça m'intéresse. OK. La mouvance et la tendance aussi? Oui? Oui, mais en même temps, je veux pas... c'est pas dans le sens de m'inscrire dans cette mouvance-là ou dans cette tendance-là, mais c'est surtout que je trouve ça fascinant de voir que la littérature, finalement, ça fonctionne assez bien. Je pense au Québec en ce moment, puis je pense qu'on peut être fiers des auteurs oui, tout à fait. Du travail que vous faites, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai eu, en tout cas, beaucoup de plaisir, Cassie Bérard, à lire D'autres fantômes aux éditions Druide. Un vrai petit bonheur. Et ça donne envie de le relire et de l'offrir, ça, c'est sûr et certain. Merci. On prend une petite pause de quelques secondes? Oui. Puis on revient. Merci.
Alors, on revient en onde. Voilà. Alors, on a eu un beau moment avec Cassie Bérard. Juste avant de terminer, je voudrais prendre un petit moment pour vous donner des nouvelles de la semaine. Bien sûr, oui. Alors, voilà. Moi, je suis allée la semaine dernière, Cassie. Écoutez, je suis allée, entre autres, le 25... je vais prendre mes feuilles là ici. Le 25 février dernier, je suis allée entendre, en fait, Alexandrine Agostini qui lisait Suzanne Jacob. Un moment de pur plaisir, vraiment. Le prochain événement va avoir lieu le 25 mars. C'est au Symbole qui va ouvrir ses portes, donc à 18h30. Écoutez, il n'y a vraiment pas beaucoup de places. Il y a, je pense que 17 places seulement. C'est maintenant qu'il faut réserver. Ça vaut vraiment la peine. Et Suzanne Jacob, quand j'y suis allée, Suzanne Jacob était sur place. Vraiment un moment magique. Et Alexandrine Agostini a fait un travail formidable. Elle nous a livré des choses extraordinaires. D'ailleurs, on va l'inviter dans les prochaines semaines. Vous dire aussi qu'il y a le prochain Party Pyjama qui s'en vient, le Party Pyjama littéraire. Vous savez, à chaque fois que j'ai l'occasion de vous en parler, moi, ça me fait très plaisir. Si vous n'avez pas vu ça encore, alors vendredi 25 avril 2014, au profit de la Fondation Sommeil. Alors, à chaque fois, c'est pour une fondation particulière. Quelques-uns des invités la prochaine fois, donc Étienne Dupuis, Monique Giroux, Marie-Denise Pelletier, sans oublier Benoît Sarrazin, Sylvie Rémiard, Kim et Claudia La Rochelle. Alors moi, le prochain coup, ça absolument, c'est à l'agenda, je vais aller voir ça. Puis on arrive là en pyjama, puis on peut même être dans un petit confessionnal où les auteurs nous lisent des choses absolument mimi. Voilà. Un autre événement qui a eu lieu la semaine dernière, il y avait Montréal en lumière du 20 février au 2 mars et nous avons participé, plusieurs d'entre nous ici, on était présents pour la soirée de poésie. En fait, c'est vraiment une soirée poétique aux 10 heures de la poésie qui a été organisée par Roger Stéphane Blaise. Il y a eu tout un volet Solovox. Il y a eu mon ami Yvon Jean qui était présent. Moi, j'étais du côté de la poésie féminine Tout feu, tout femme. Vraiment un très, très beau moment. Si vous avez l'occasion, chers auditeurs et auditrices, d'écouter ça, vous allez sur YouTube, vous allez voir, il y a plein de choses qui ont été enregistrées. Vraiment des très, très beaux moments. C'est la fin de l'émission déjà. Alors, vous dire que chaque semaine, on reçoit à mot à mot, je reçois toujours des courriels. Il y a notre page Facebook aussi, mot à mot, où vous pouvez déposer en fait vos informations, vos questions, etc. Il va y avoir aussi l'entrevue qu'on a eue ensemble qui sera déposée prochainement. Alors, à chacun d'entre vous, il y a Yvon Jean, évidemment, qui va être présent, qui est toujours là. On est toujours en interaction. Oui, voilà. Tu mentionnais Montréal en lumière, c'est les 10 heures de la poésie. Oui. Vous tapez ça, les 10 heures de la poésie. Voilà. Il y a 6 vidéos de toute la soirée sur YouTube. Oui, voilà. Alors, voilà, c'est la fin de notre émission. Un grand merci à Cassie Bérard. Vraiment, un moment de pur plaisir. Procurez-vous ce livre-là. Il y en a, c'est en vente depuis le 12 février. Merci beaucoup à Marc-André Lavoie et à Yvon Jean. Bonne semaine, bonne lecture. Bonne semaine. Bonjour, je m'appelle Cassie Bérard, je suis auteure et il me fait plaisir de venir partager avec vous ma passion de la littérature et mon tout premier roman, D'autres fantômes. Je serai en compagnie de Nathalie pour la prochaine demi-heure à mot à mot. Bonjour à tous et à toutes en ce 13 mars sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Nous sommes à la chronique mot à mot, nous sommes le matin, on espère que la température est belle, évidemment. Oui, je passais proche, hein, voilà. Oh, là, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors aujourd'hui, donc, le 13 mars, on se souviendra que notre dernière rencontre était avec Pierre Chalosky. Le froid modifie la trajectoire des poissons, vous vous souvenez de ce moment-là, qui a été extraordinaire. Ça a été un beau moment d'échange. En studio avec nous ce matin, donc, le maître d'œuvre de l'initiative, il y a Yvon Jean ici et il y a également Marc-André Lavoie à la régie. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est parce que je suis le fondateur-créateur et
la continuation de la folie, ok, de la poésie et du mouvement de révolution, Monsieur Jean. Oui, ben bon matin. En deuxième heure, maintenant je suis rendu en deuxième heure. Ben, je ne parlerai pas trop longtemps parce que je parle beaucoup. Tout ça pour vous dire que c'est l'émission que vous l'écoutez peut-être présentement sur la web télé de douteux.tv, la première web télé 24 heures par jour au Canada, c'est pas rien, où j'ai 6 émissions chaque samedi. Donc au moment où vous entendez ça, peut-être, où vous voyez ça, parce que tout est filmé aussi. Oui. Donc on est samedi, jeudi pour certains à la radio, on est samedi le 15 à 14h, manquez pas ça sur douteux.tv, la télé des délaissés. À toi, Nathalie. Oh, alors, c'est une belle surprise. On a appris ça, en fait, on a appris ça tout à l'heure, il y a quelques minutes. Alors, c'est assez particulier. Ça nous donne l'occasion, en fait, une fois de plus par semaine, de pouvoir parler de littérature avec des gens. Alors, ce matin, messieurs, dans nos studios de Radio Centre-Ville, on a un plaisir, le grand plaisir d'accueillir Cassie Bérard. Cassie Bérard, d'ailleurs, qui ne fait pas que baigner jusqu'au cou dans le monde de la littérature, il faut savoir. Cassie Bérard est à la sortie de son premier roman, un roman étonnant de précocité, en fait. C'est d'autres fantômes, elle va nous en parler tout à l'heure. Elle démontre aussi qu'elle est capable d'y et c'est d'une grande complexité. Mais vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant à aller voir là. Peut-être juste mettre en contexte, Cassie Bérard rédige présentement sa thèse de doctorat d'une main, tout en achevant de l'autre une première œuvre savamment structurée. C'est une jeune auteure, une jeune écrivaine, on va y revenir. Elle a 26 ans et elle démarre absolument sur un chapeau de roue. Alors d'abord, d'entrée de jeu, qui est Cassie Bérard? Bonjour Cassie Bérard. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Oui. Oui, un petit peu... un peu fébrile. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu comme des papillons dans l'estomac, c'est ce que je comprends. Oui, voilà. C'est une de mes premières... entrevue radiophonique, donc voilà. Je suis pas une habituée de la chose. Alors, on va faire ça entre nous. Il n'y a personne qui nous entend, qui nous voit, là, c'est parfait comme ça. Dites-moi donc, qui est Cassie Bérard, à part que de savoir que vous venez de Donnacona puis que vous êtes aux études supérieures? Qui êtes-vous? C'est une drôle de question. Oui, voilà. On veut vous connaître. Je suis une passionnée de littérature, c'est vraiment ce qui peut me décrire le mieux, mais bon, c'est ça, je viens de Donnacona, j'ai étudié à Québec, à l'Université Laval, donc j'ai fait mon baccalauréat, ma maîtrise et mon doctorat là, et en recherche-création plus particulièrement, donc je m'intéresse vraiment à la création littéraire, romanesque surtout, et aux réflexions sur la création et à la théorie littéraire aussi. Tout ça, ça me nourrit constamment, donc dans mes lectures et dans mes... donc voilà. Et j'habite à Montréal maintenant depuis l'été dernier. Vous avez sorti votre premier roman dernièrement. C'est un roman absolument particulier. On va y revenir bien sûr. Cassie Bérard, quand vous étiez enfant, vous étiez une enfant qui écrivait dans sa chambre. On a discuté ensemble avant, après entrevue. Vous écriviez dans votre chambre, vous aviez votre petit monde à vous. Est-ce que c'est ça qui vous amène à écrire ce type de roman-là, en fait? Quand j'étais jeune, en fait, oui, c'est vrai, j'allais me refermer dans ma chambre, je fermais la porte, je me mettais à dessiner, à faire des bandes dessinées, à écrire. Mon premier roman que j'ai écrit, j'avais 12 ans, qui est un roman policier, thriller, style frisson. Ah oui! Je lisais tous les frissons à cette époque-là. Donc, c'est sûr que peut-être que ça date de là, mais ça n'a rien à voir avec tout ce que je faisais. J'étais pas du tout ouverte à la littérature comme je suis aujourd'hui. Vraiment, c'est à partir de mes études universitaires là, où j'ai vu tout un monde littéraire s'ouvrir et ça pose tellement de questions, puis ça m'a amené à aller lire des livres là, et rencontrer le monde des auteurs qui m'ont nourri épouvantablement dans l'écriture de ce livre-là en particulier. Oui, oui. Ça a été quoi le déclencheur? Parce que vous auriez pu, en fait, oui, effectivement, écrire un livre, être intéressé par la littérature, puis jamais partir dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous? Je pense que c'est juste que c'était inné, là, comme je pouvais pas faire autre chose, tu sais. Ah oui, ok.
je m'étais inscrite après le cégep en cinéma. Je suis allée 3 semaines, j'ai tout laissé tomber. Je me suis posé beaucoup de questions, mais constamment, c'était la littérature qui revenait, puis c'était une nécessité finalement. J'écris depuis que je suis toute jeune, puis je me disais, bah, c'est ce que je vais faire à côté d'un travail sérieux, là, comme le préjugé, là, mais finalement, j'ai pas été capable. C'est vraiment la passion qui me pousse dans tout ce que je fais, puis je me dis, c'est ce qui me mène partout, coûte que coûte, peu importe ce que ça va être. Alors, établissons tout de suite les préjugés. D'abord, écrire en faisant des études universitaires, c'est quand même pas rien, là, on va se le dire. Hein? Vous êtes au doctorat, donc il y a tout un processus en arrière de ça. Mais en plus, écrire ce type de littérature-là, comment les gens reçoivent la chose? Comment on vous perçoit, vous croyez? Je pense qu'il y a deux visions assez distinctes, là. Il y a ceux qui voient ça d'un œil admiratif. Je pourrais pas faire ça. Moi, je te félicite. C'est vraiment, ça demande tellement de travail, de concentration, et puis de recherche. Vous faites beaucoup de recherche. Oui. L'écriture, ça va pas sans la recherche. Selon moi, c'est ma vision des choses. Ni sans la lecture, d'ailleurs. Oui. Et puis, il y a ceux qui se disent que c'est trop complexe. Quand c'est universitaire, c'est nécessairement trop complexe. Puis, qui n'ont même pas la curiosité d'aller voir. Et puis, finalement, c'est juste que ça nous permet tellement de réfléchir à la littérature elle-même, tout ce qu'elle peut donner, tout c'est possible. En fait, c'est vraiment le processus qui vous intéresse d'une certaine façon. C'est ce que je comprends. Oui. Ouais. Donc, c'est pas juste un passe-temps, ça, écrire. Non, même que... Oui. Parce que vous disiez, dans le fond, j'aurais un travail sérieux. Donc, c'est pas qu'un passe-temps, c'est vraiment votre passion. Oui. Puis voilà. Je pense que je pourrais pas avoir de travail plus sérieux que la littérature, finalement. Oui. C'est ça, c'est ce qui est le plus sérieux, puis ça donne l'impression d'avoir un sens dans la vie. Ça prend tout le sens de votre vie. Je vous parle de ça, du sens, parce qu'en lisant D'autres fantômes, on voit bien qu'il y a une quête de sens là-dedans, tout à fait. D'ailleurs, je vais juste ressortir une petite note qui a été écrite. Albert ne mourra jamais... Albert, oui. Le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement. Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, mais ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, malheureusement. Non, ça vient de Chesterton, un auteur. Mais ça a vraiment guidé un peu, finalement, la conception d'Albert dans toute sa quête. C'est le personnage principal, là? Oui, le personnage principal est aussi le narrateur de l'histoire. Donc, c'est vraiment par ses yeux à lui qu'on va avoir accès à tout ce monde-là et au personnage. Et donc, c'est par ses perceptions, ses jugements de valeur, il y en a beaucoup. Oui. Son humour, son cynisme. Oui. Et donc, lui, il part à la quête, finalement, d'une femme qui se jette devant le métro et qui va mourir. Et pour en revenir aux merveilles, c'est qu'il va rencontrer évidemment plein de merveilles. Je pense que le lecteur est en même de se rendre compte qu'est-ce qui peut faire partie des merveilles. Il a des merveilles autour de lui, sa famille, ses enfants, tout ça. Mais finalement, il s'aveugle complètement. Puis il va plonger carrément dans le manque d'émerveillement. Il va pas être capable de voir les merveilles autour de lui et il va aller à la recherche de ce qui n'est pas essentiel, mais alors que tout l'essentiel est autour. Donc, c'est un peu... Donc, pour vous, c'est important l'émerveillement? C'est quelque chose d'essentiel pour vous? C'est votre quête? Oui. Par l'écriture, je pense que par la lecture, oui, vraiment. Par la lecture, surtout, je pense que j'ai besoin d'être submergée complètement, d'être émerveillée. Oui. Est-ce que c'est la quête de l'auteur ou c'est la quête de la femme que vous êtes, en fait, de la jeune femme que vous êtes? Vous avez besoin d'être émerveillée dans la vie? Je sais pas si... j'ai besoin de... c'est une question très existentielle. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, j'imagine que tout le monde a besoin d'émerveillement pour pour se faire pousser, pour avoir... pour avancer, finalement, pour avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui mérite quelque part qu'on s'y arrête. Oui. Vous, est-ce que vous avez des fantômes, Cassie Bérard? Oui. Ah oui, bon. On en parle juste entre nous, là, comme ça, là. Bon. Alors, ça serait quoi, les fantômes? Parce que quand même, vous êtes donc une universitaire, vous avez
une pensée organisée. Vous êtes en train d'écrire votre thèse, en fait, sur le processus d'écriture de d'autres fantômes. À côté de ça, quels sont vos fantômes? Qu'est-ce qui vous habite? Je pense qu'il y a le passé, mais le passé inconnu, là, on a tous une famille, tout ça, qui est pleine d'histoires, puis une parenté, des grands-parents et tout ça. Et plus on avance dans la vie, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'ils sont pleins de mystères auxquels on ne peut pas toucher parce qu'ils sont juste plus là, qu'on ne peut plus poser de questions et tout ça. Puis ça me nourrit beaucoup dans mon écriture, puis je pense que ça transparaît dans ce roman-là. Oui, tout à fait. Oui. Donc, vous vous êtes inspiré pour écrire d'autres fantômes. Vous êtes inspiré d'oncles, de tantes, de gens, non? Non, pas du tout. Je suis dans la fiction pure. C'est ce qui est le plus éloigné de moi possible. Ces personnages-là, c'est de la création pure et c'est ce que j'ai besoin pour écrire, d'aller inventé complètement. Donc, ça se passe... le personnage principal, c'est un homme de 40 ans. Ça se passe à Paris. C'est une situation familiale, tout ça, qui est pas du tout lié à la mienne. Et c'est ce qui me nourrit le plus, c'est que je peux tellement aller découvrir dans cet univers-là qui est pas en moi. Mais ce que je veux dire plutôt, c'est que les préoccupations... ce qui m'habite comme préoccupation, ça se retrouve dans les thématiques peut-être Ce serait quoi les grands thèmes ou le grand thème d'autres fantômes? Ce serait quoi? La grande problématique ou le grand thème pour vous qui est le plus important à souligner? Peut-être l'obsession. L'obsession. Oui. Alors, Albert est obsessif. Oui. Oui. Obsédé ou obsessif, oui. Oui, les deux. Oui, OK. Parlez-nous un petit peu d'Albert. Albert, c'est un homme qui est à la recherche de lui-même, finalement. C'est comme ça que je pourrais le décrire en quelques mots. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup à reprocher à son enfance et finalement, il fait exactement la même chose que ce qu'il reproche à ses propres parents. C'est un homme qui va voir en ses grands-parents des espèces de merveilles du monde, mais ses grands-parents sont plus là, puis ils sont dans les souvenirs de quand il avait 10 ans. Et il va s'accrocher à ces souvenirs-là comme si aujourd'hui la vie pour lui avait plus rien à offrir, alors que nous, en tant que lecteurs, on se rend compte de tout ce qu'il délaisse, puis on voudrait, je pense, lui demander, essayer de lui dire hey, « reviens sur Terre, là, regarde. » C'est un peu ce que sa sœur fait aussi. C'est constamment de le comprendre, mais de le ramener sur Terre. « Regarde, t'as des enfants, là, perds pas trop le sens des priorités. » Mais c'est ça, Albert, c'est des mondes du passé qui reviennent dans son présent, puis qui lui font... qui le mènent finalement dans une déroute... qui est peut-être pas justifié, mais des fois, il y a des éléments comme ça dans la vie. Là. Lui, il est témoin d'une femme qui se jette devant le métro et ça va l'obséder complètement, mais je pense qu'on ne sait pas quand ça peut nous arriver, ce genre d'inattendu-là, et où ça peut nous mener. Mais c'est intéressant ce que vous soulignez là, parce qu'en fait, ce que j'en ai saisi aussi, c'est qu'il y a la fine ligne où, à un moment donné, l'individu, Albert, tombe carrément du côté de la folie, finalement. Puis c'est vrai que ça nous arrive... ça peut nous arriver à n'importe qui. Pourquoi avoir abordé le thème de la folie? Au-delà là, du sujet et du prétexte finalement pour écrire. Oui, ben je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout fou. Non, vous pensez que j'étais en train d'induire ça, là, vous, là, hein, c'est ça? Non, mais je considère comme quelqu'un de très raisonnable et raisonné, peut-être un peu trop. Et je pense que c'est vraiment dans l'écriture que le monde éclate. C'est là que vous lâchez votre fou. Oui, absolument. Puis la folie, ça se retrouve dans à peu près tout ce que j'écris. Ça permet d'aller explorer, des réalités qui sont incompréhensibles. Le rêve, justement, la folie, l'obsession, c'est dur de comprendre comment ça peut pousser en nous, tout ça. Mais ça se marie bien avec l'écriture. Et aussi avec la structure du livre, on peut tellement aller explorer et essayer de traduire par l'écriture ce genre de réalité un peu incompréhensible. Oui, quand on avait fait la pré-entrevue ensemble, on avait parlé de la folie, puis c'était intéressant quand vous avez souligné à un moment donné
bon, qu'est-ce qui pousse un individu à avoir ces comportements-là, d'une part, mais en même temps, comment c'est un sujet qui vous préoccupait comme individu, là, comme personne? Il y a comme une fascination alentour de la folie. C'est vrai que vous êtes très raisonnable. Voilà, c'est ça. Mais c'est quoi cette préoccupation-là ou cette fascination-là de la folie ou de toute maladie mentale, finalement? Je saurais pas répondre. Je pense vraiment que c'est l'inconnu. Ouais. C'est vraiment l'inconnu qui me pousse vers là. C'est pas, j'ai pas d'antécédents où je connais pas de gens là, qui ont été happés par la folie, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde. Oui. Puis dans ce cas-ci, on parle de folie, mais c'est une obsession avant tout. Puis l'obsession, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Là. Tout à fait. Il y a tellement des choses des fois qui nous touchent, puis on comprend pas pourquoi, puis on veut en savoir plus, on se questionne, on perd un peu le sens des réalités. Donc ça peut arriver à tout le monde, puis et pourtant, on peut pas nécessairement mettre le doigt sur ce qui est au départ. Donc Albert va éventuellement sombrer dans une espèce de folie, mais ça se fait tellement en évolution que je pense qu'on peut le suivre, puis comprendre aussi tout ce processus-là qui est en train de vivre. Oui. C'est toutes les rencontres aussi. Moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé de ce roman-là, d'abord, il est très bien documenté, ça c'est indéniable. Le vocabulaire, l'accessibilité, en fait, c'est vraiment, vraiment génial. Moi, j'ai eu du plaisir à lire ça, à 2 reprises d'ailleurs. Et je me disais, le processus, quand vous avez quand même écrit ça quand même il y a 2 ans, 2-3 ans, c'était pas mal plus jeune. J'avais 20 ans quand j'ai commencé à l'écrire, voilà. On a 26. Alors voilà. Et puis, parallèlement, vous faites votre thèse de doctorat sur le processus d'écriture. En fait, c'est une partie de ma thèse, ce livre-là. Oui. Mais à côté, il y a une partie théorique. Là, je ne vais pas tomber dans les mots. Oui, on y va. On y va. Oui. Donc, je m'intéresse à la narration non fiable. Et puis, c'est vraiment des recherches théoriques à partir d'œuvres qui m'ont renversé. Notamment l'emploi du temps de Michel Buttard. Oui. Qui a vraiment été une influence pour l'écriture. En fait, j'ai découvert Michel Buttard pendant que j'étais en train d'écrire d'autres fantômes. Et puis, ça a évidemment eu une influence sur mon écriture, sur la suite des choses. Et puis... vous vous laissez imprégner, en fait. Vous vous êtes laissé imprégner d'auteurs. Romain Gary aussi. Romain Gary, oui. Surtout, Romain Gary, c'est surtout pour le mythe là, du double, de l'imposture et tout ça. C'est vraiment le personnage Romain Gary qui me fascine. Ses œuvres aussi, c'est écrit de façon sublime, mais c'est vraiment cette question-là du double qui habite beaucoup mon livre avec toutes les références là, à Romain Gary sont assez nombreuses, mais assez subtiles aussi. Et puis, donc, il y a ça. Mais c'est ça, la partie théorique de ma thèse, c'est pas sur l'écriture en elle-même, c'est vraiment pour me questionner la narration non fiable, ses effets, sa construction dans d'autres œuvres que la mienne. Et ensuite, je regroupe ma création et ma théorie pour montrer comment ils peuvent avoir des résonances et se nourrir. Donc, on n'écrit pas n'importe comment. On écrit avec une structure. Et je reviens à un mot que vous avez souligné, l'imposture. Oui. On a parlé un petit peu, là, comme ça. Vous, est-ce que vous êtes écrivain ou auteur? Vous êtes auteur. Et même encore. Ah oui? Alors, il y a un petit bout à assumer là-dedans. On se disait l'imposture par rapport à l'écriture. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Ben, je pense que depuis que je suis jeune, je sais que j'ai une âme d'auteur. Mais pour moi, être écrivain, pour moi, des écrivains, c'est des mythes. C'est des figures qui sont connotées, toutes les œuvres qu'ils ont pu faire, donc sont lourdes de sens et de liens, et c'est un gros réseau. Donc avant d'être écrivain, je pense qu'il faut faire un bout de chemin, avoir écrit beaucoup, avoir une ligne aussi des particularités que des lecteurs vont pouvoir... Bon. Puis comme c'est mon premier, ben, je me dis que peut-être
dans quelques années, après plusieurs publications, mais là... on n'assume pas encore tout à fait, ouais, c'est ce que vous me dites, c'est ça. Je veux dire, c'est en moi, mais en tant que statut, j'ai encore à me prouver, je pense. Ouais. On a dit que c'était un premier roman fort, donc il va y avoir un deuxième qui va arriver éventuellement. Oui. Ça met de la pression, on va dans quel sens? Moi, j'aimerais ça savoir vers quoi vous allez nous amener, parce que, évidemment, quand on en a parlé, ça donne envie d'aller connaître tous les personnages que Albert a rencontrés, d'une part. Vers quoi vous en allez? Quelles sont vos attentes? Comment vous allez écrire? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, mais je suis en train d'écrire deuxième, mais très tranquillement, après avoir fini ma thèse. Bien sûr, oui. Mais le projet est là, il est dans ma tête. À chaque jour, j'ai des idées, j'ai des... Mais moi, je note rien. Là. Je garde tout dans ma tête. Puis ah bon? Ouais, au moment où ça va sortir, ça sortira, mais tout est dans ma tête. Il n'y a rien... Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de construction de personnage, il n'y a pas de construction d'univers. Donc, vous faites jamais de plan avant d'écrire? Jamais. Ah non? Jamais. Ah ben là, vous m'étonnez, par exemple. Là, vous m'étonnez vraiment. Ben, j'avais l'impression que, compte tenu du fait de votre structure, de votre façon, puis le fait d'être à l'université, tout ça, que vous étiez pour être très rigoureuse et très... vous savez pas ça, vous? Mais c'est drôle, même pour ma thèse théorique, ça prend tout pour que je puisse faire un plan. Ah bon? Oui. OK. Ah bon, ben donc pas si rationalisé ou pas si structuré que ça, finalement. C'est structuré dans ma tête. Ah oui, c'est ça! Alors, qu'est-ce qui s'en vient? On va aller vers quoi? Vers quel genre d'univers? Je pense que ça va être peut-être encore plus complexe que ça peut l'être, plus fragmenté. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est d'aller de plus en plus vers une œuvre vers un roman qui peut être à la fois cohérent et incohérent. Oui. Moi, comme je le disais dans la petite note à la fin du roman là, qui accompagne ma photo, ce qui m'intéresse, c'est le caractère un peu mathématique qu'un roman peut avoir. Pour moi, c'est comme une équation mathématique qui nous mène quelque part, mais là où ça nous mène, c'est vers une incohérence. Donc, ça a du sens, mais un sens un peu éclaté. Donc, c'est de plus en plus vers ça que je m'en vais. Qu'est-ce que vous lisez, vous, présentement? Beaucoup de romans québécois très contemporains. Ah oui? Il y en a énormément qui sortent en ce moment. Puis ça m'intéresse de savoir ce qui se fait. Puis je trouve qu'il y a vraiment une effervescence, une ébullition dans le milieu littéraire. Et, des auteurs en particulier? Des auteurs en particulier, j'ai lu beaucoup des maisons d'édition, Le Cartanier, des Marchand de feuilles, Alto, tout ça, là, c'est des auteurs, c'est vraiment, j'en lis beaucoup depuis janvier, j'en ai lu peut-être plusieurs, donc j'ai pas de nom en particulier, mais c'est vraiment, je veux voir la mouvance, là, ça m'intéresse. OK. La mouvance et la tendance aussi, oui? Oui, mais en même temps, je veux pas, c'est pas dans le sens de m'inscrire dans cette mouvance-là ou dans cette tendance-là, mais c'est surtout que je trouve ça fascinant de voir que la littérature, finalement, ça fonctionne assez bien. Je pense au Québec en ce moment, puis je pense qu'on peut être fiers des auteurs. Oui, tout à fait. Du travail que vous faites, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai eu en tout cas beaucoup de plaisir, Cassie Bérard, à lire D'autres fantômes aux éditions Druide. Un vrai petit bonheur. Et ça donne envie de le relire et de l'offrir, ça c'est sûr et certain. On prend une petite pause de quelques secondes? Oui. Puis on revient. Merci. Ça va très bien. Alors, on revient en ondes. Voilà. Alors, on a eu un beau moment avec Cassie Bérard. Juste avant de terminer, je voudrais prendre un petit moment pour vous donner des nouvelles de la semaine. Bien sûr, oui. Alors, voilà. Moi, je suis allée la semaine dernière, Cassie, écoutez, je suis allée, entre autres, le 25, je vais prendre les feuilles là ici, le 25 février dernier, je suis allée entendre, en fait, Alexandrine Agostini qui lisait Suzanne Jacob, un moment de pur plaisir, vraiment. Le prochain événement va avoir lieu le 25 mars. C'est au Symbole qui va ouvrir ses portes donc à 18h30. Écoutez, il n'y a vraiment pas beaucoup de places. Il y a, je pense que 17 places seulement. C'est maintenant qu'il faut réserver. Ça vaut vraiment la peine. Et Suzanne Jacob, quand j'y suis allée, Suzanne Jacob était sur place. Vraiment un moment magique. Et Alexandrine Agostini a fait un travail
formidable. Elle nous a livré des choses extraordinaires. D'ailleurs, on va l'inviter dans les prochaines semaines. Vous dire aussi qu'il y a le prochain party pyjama qui s'en vient, le party pyjama littéraire. Vous savez, à chaque fois que j'ai l'occasion de vous en parler, moi, ça me fait très plaisir. Si vous n'avez pas vu ça encore, alors vendredi 25 avril 2014, au profit de la Fondation Sommeil. Alors, à chaque fois, c'est pour une fondation particulière. Quelques-uns des invités la prochaine fois, donc Étienne Dupuis, Monique Giroux, Marie-Denise Pelletier, sans oublier Benoît Sarrazin, Sylvie Rivière, Kim et Claudia La Rochelle. Alors moi, le prochain coup, ça absolument, c'est à l'agenda, je vais aller voir ça. Puis on arrivera en pyjama, puis on peut même être dans un petit confessionnal où les auteurs nous lisent des choses absolument mimi, voilà. Un autre événement qui a eu lieu la semaine dernière, il y avait Montréal en lumière du 20 février au 2 mars et nous avons participé, plusieurs d'entre nous ici, on était présents pour la soirée de poésie en fait, c'est vraiment une soirée poétique au 10 heures de la poésie qui a été organisée par Roger Stéphane Blaise. Il y a eu tout un volet Solovox, il y a eu mon ami Yvon Jean qui était présent, moi j'étais du côté de la poésie féminine Tout feu, tout femme. Vraiment un très, très beau moment. Si vous avez l'occasion, chers auditeurs et auditrices, d'écouter ça, vous allez sur YouTube, vous allez voir, il y a plein de choses qui ont été enregistrées. Vraiment des très, très beaux moments. C'est la fin de l'émission déjà. Alors, vous dire que chaque semaine, on reçoit à mot à mot, je reçois toujours des courriels. Il y a notre page Facebook aussi, mot à mot, où vous pouvez déposer en fait vos informations, vos questions, etc. Il va y avoir aussi l'entrevue qu'on a eue ensemble qui sera déposée prochainement. Alors, à chacun d'entre vous, il y a Yvon Jean, évidemment, qui va être présent, qui est toujours là. On est toujours en interaction. Oui, voilà. Tu mentionnais Montréal en lumière, c'est les 10 heures de la poésie. Oui. Vous tapez ça, les 10 heures de la poésie. Voilà. Il y a 6 vidéos de toute la soirée sur YouTube. Oui, voilà. Alors, voilà, c'est la fin de notre émission. Un grand merci à Cassie Bérard. Vraiment, un moment de pur plaisir. Procurez-vous ce livre-là, il y en a, c'est en vente depuis le 12 février. Merci beaucoup à Marc-André Lavoie et à Yvon Jean. Bonne semaine, bonne lecture. Bonne semaine. Je suis arrivée dans mon 28 minutes. Ah, Sur le cul. Une seconde, tu vois. Oui, c'est super. Ouais, très bon. C'était très bon. Il était avec ta copine qui demandait si tu avais fini tout. Ah ouais, c'est le Non, c'est ça, c'est parce que Hein? moi, j'ai de la misère à... Ah non, je l'ai pas. Tu me donnes ça? Oui. Ah, Absolument. Tu veux? 5 minutes, c'est rien. Tu vois ta Ben, copine, voilà, puis à ce t'as moment-là, tout écoute compris, les voilà, choses, je c'est vais ça. je te donnerai 50 Comme, Ah non, c'est la je première les- fois moi, qu'on ça presse reçoit pas, trois là, fois au début. à la limite, nous, ça rentre dans la Là, c'est révolution vraiment une question poétique. des courants, hein. Donc, C'est elle c'est qui s'est filmé, ça va être envoyé. Je sais pas y en on va parler. tout, et j'ai pas eu vraiment besoin de mes notes parce que tu répondais très bien.